Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Signature d'une convention aujourd'hui entre le ministre de la Santé et le représentant permanent de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek. Et les élections législatives au Pakistan se poursuivent. Le parti d'Imran Khan est en tête des résultats partiels. Merci à vous de nous rejoindre, mais avant de développer ces titres, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc aujourd'hui un message de condoléances au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, dont le pays déplore la mort d'un de ses plus illustres cadres, en l'occurrence l'ingénieur Simignwe Bekele, le directeur du barrage de la Renaissance. Dans son message, le président de la République a fait part de sa tristesse et vive émotion et exprimé sa solidarité et compassion au Premier ministre et au peuple ami d'Éthiopie dans l'épreuve terrible de la perte du responsable en chef d'un des plus grands projets économiques et sociaux actuels de l'Éthiopie. Je suis d'autant plus touché par la disparition de feu Simignwe Bekele que je le connaissais personnellement, a écrit le président Guelleh, qui a décrit donc le défunt responsable public éthiopien de valeureux patriotes, de cadres hautement compétents et d'intellectuels très au fait des priorités de son peuple et de ceux de la région. Nul du tout qu'avec la disparition du talentueux ingénieur éthiopien, notre région perd un élément très précieux qui œuvrait inlassablement en faveur de l'intégration économique de notre pays, a fait observer le chef de l'État djiboutien avant de réitérer ses condoléances attristées au Premier ministre Abiy Ahmed Ali et au peuple frère éthiopien. C'était dans les titres. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a co-signé aujourd'hui, donc avec le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek, l'accord de financement d'un montant de 15 millions de dollars relatif au projet En Marche vers zéro retard de croissance. Le projet a pour objectif de réduire le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Donc à Djibouti, le projet prévoit également d'intervenir et d'appuyer les services de santé et de nutrition. Ces interventions s'effectueront à travers un suivi permanent des enfants et de proximité dans les domiciles et quartiers des familles avec des jeunes enfants, mais également en le lien à travers des applications numériques aux centres de santé les plus proches pour diagnostiquer plus rapidement les premiers symptômes. Le but est de pouvoir systématiser ce mode d'intervention et toucher plus de 150 000 personnes d'ici la fin du projet. C'est un changement de méthodologie dans la stratégie du ministère de la Santé et notre institution est honorée de pouvoir l'appuyer. Il s'agira bien sûr de passer du curatif à la prévention, des centres médicaux au domicile des patients, du suivi papier à un suivi qui épouse la nouvelle technologie. Avec le retard de croissance, Djibouti perd en capacité humaine l'équivalent de plusieurs millions de dollars par rapport à son PIB chaque année. Et il est important de pouvoir trouver une solution pérenne pour lutter contre ce phénomène. Le problème ne concerne pas seulement le ministère de la Santé, mais également les autres ministères comme le ministère de l'Agriculture pour la sécurité alimentaire, le ministère du Commerce pour le contrôle des aliments importés à Djibouti ou les ministères sociaux pour les changements de comportement. Et après la signature de cet accord, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a précisé que ce financement de la Banque mondiale permettra donc la marche vers zéro retard de croissance en République de Djibouti, en renforçant notamment les services de santé et de nutrition à fort impact pour réduire donc ce retard de croissance. On écoute le ministre. C'est une fois de plus une bonne occasion pour nous retrouver et d'avancer les réalisations de la République de Djibouti, de la vision du président et du peuple de Djibouti qui veut un Djibouti émergent, un Djibouti développé et où il fait bon vivre. Dans notre vision à long terme, comme dans notre stratégie quinquennale, la première priorité arrêtée étant le développement du capital humain djiboutien. Et en parlant du capital humain, il est question bien sûr de la bonne santé des enfants qui naissent aujourd'hui, mais également
de la bonne qualité de leur croissance ainsi que leur éducation, que soit une éducation susceptible de leur apporter tout le nécessaire pour qu'ils s'épanouissent sur les longues années à venir. Et c'est pourquoi ce projet répond parfaitement à la base donc de ce que nous appelons le capital humain, et d'offrir aux Djiboutiens en situation de vulnérabilité une possibilité de leur éviter ce retard de croissance qui est particulièrement dommageable pour l'avenir de notre pays. Nous parlerons également dans ce projet d'un programme de nutrition et qui va être multisectoriel, qui va être multidimensionnel et où tous les acteurs nationaux auront à jouer un rôle important, chacun à son niveau. C'est un projet de 15 millions de dollars que nous remercions la Banque mondiale qui nous accompagne sur toutes les priorités de Djibouti, et nous comptons développer davantage ces piliers que le capital humain, qui va être un élément déterminant pour Djibouti, son développement et son émergence dans les années à venir. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Daawale, a inauguré ce matin une nouvelle usine de séparation des polluants des eaux usées au centre de dépotage et de traitement des matières de vidange situé à Boulaos. Cette cérémonie a vu la participation du directeur général par intérim de l'ONEAD, Ali Youssouf, et du directeur de l'assainissement, ainsi que des ingénieurs chargés du projet. L'unité des Inbox inaugurée ce matin est cofinancée par l'ONEAD et la société française SIAP France. Ce projet a pour vocation de séparer les polluants organiques et non organiques. Cette unité expérimentale pourra traiter 5 mètres cubes d'eau par heure des matières de vidange et ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de la protection de l'environnement. Dans le bac qui est derrière, et à partir de ce bac, il y a une séparation, une première séparation de la matière organique et de la matière liquide. Donc la matière liquide passe dans le deuxième conteneur où il subit un traitement également, et après ça passe dans le deuxième conteneur, et à partir du deuxième conteneur il y a une séparation totale. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre Mohamed Ahmed Daawale a à cette occasion souligné l'importance de ce projet de la séparation des polluants organiques, des non organiques au centre de dépotage et de traitement des matières. Nous sommes dans la première phase, a-t-il indiqué, et cette usine sera installée dans de nombreux quartiers, et a rappelé également que ce projet visait à protéger l'environnement. Santé à présent, une équipe d'inspection du ministère de la Santé conduite par le secrétaire général Dr Saleh Benoïta s'est rendue ce matin au niveau des différents centres de stockage des médicaments et des consommables gérés par la CAM au centre d'achat de matériel et médicaments essentiels. Accueillis par le directeur de la CAM, les hauts cadres du département de la Santé ont procédé à une visite d'inspection des différents sites de stockage pour s'enquérir notamment de visu sur les conditions de stockage des médicaments au niveau de la CAM. Depuis 2016, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie visant à renforcer les capacités logistiques et opérationnelles de la CAM afin de garantir une disponibilité sans discontinu en médicaments, consommables médicaux et en réactifs dans le pays. Au cours de leur visite, les autorités sanitaires ont saisi l'occasion pour exprimer leur satisfaction quant aux conditions optimales de stockage des médicaments par la CAM, qui vient de recevoir une importante commande de 45 conteneurs dans le courant de ce mois. Et grâce aux nouveaux hangars qui ont été construits au PK12, la CAM a triplé sa capacité de stockage et amélioré, et pour satisfaire les demandes sans cesse croissantes en produits pharmaceutiques. Tous ces médicaments sont destinés pour couvrir les besoins en médicaments et en consommables pour l'ensemble des hôpitaux de référence, des centres de santé communautaires et des polycliniques, mais aussi des centres médicaux hospitaliers et des postes de santé dans les 5 régions de l'intérieur.
Et le secrétaire général, Dr Salah Benoïta, s'est dit donc au terme de sa visite satisfait des conditions optimales de stockage des médicaments qui sont de bonne qualité et en quantité suffisante en vue d'approvisionner toutes les structures sanitaires pour les 6 mois à venir. On l'écoute. Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de visiter le locaux de la CAM. Nous avons constaté que tout l'espace était plein de médicaments, de consommables et des équipements. Depuis le début de l'année 2018, nous avons reçu près de 50 conteneurs, comprenant donc tout ce qui est comme besoin au niveau de structures de santé, des hôpitaux, des centres de santé et également des régions. Nous constatons que de plus en plus le ministère de la Santé fait un effort. Nous voulons faire savoir au public que le ministère de la Santé applique la politique du gouvernement, la politique du chef d'État en matière d'accessibilité des médicaments partout, dans tous les pays, dans toutes les structures de santé. À l'heure actuelle, nous avons cette année triplé presque les fournitures en médicaments et l'approvisionnement en médicaments et matériel et équipements depuis 2016. Les structures de santé sont fournies en médicaments, en matériel et en consommables. Et nous voulons dire à la population qu'ils seront pris en charge de façon efficace avec les médicaments à moindre coût, les consommables à moindre coût. Et concernant le pèlerinage pour cette année 2018, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a organisé hier soir au stade Gouled la clôture des séances de sensibilisation et de démonstration sur les différentes étapes du Hajj au profit des pèlerins djiboutiens. Au total, 1500 pèlerins djiboutiens vont accomplir cette année le pèlerinage. Depuis dimanche soir, les futurs pèlerins ont eu l'occasion d'être informés sur le parcours du pèlerinage. Et hier soir, la cérémonie de clôture a vu la participation du directeur des Affaires musulmanes, le chef de service du Hajj, le président du comité de la Fatwa, et l'augmentation du quota pour les pèlerins djiboutiens qui est de 1500 consiste donc à la nouveauté de cette année qui reflète donc les efforts du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. L'ensemble des responsables du ministère, donc notamment le chef de service du Hajj, a informé donc les pèlerins sur les opérations du départ cette année, et de son côté le cheikh Abdelrahman Shamsuddin a souhaité aux pèlerins qu'Allah donc accepte l'accomplissement de leur pèlerinage. Cette année, le pèlerinage donc 2018 débutera donc dans la dernière semaine du mois d'août. Sous la supervision de la présidente du comité national olympique sportif djiboutien, Aïcha Ali Grad, et le directeur du sport au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le siège du comité olympique a abrité hier une importante réunion d'information. Cette réunion a regroupé sur place donc des hauts cadres et également des jeunes, 7 au nombre exact, avec leurs parents issus de 5 circonscriptions administratives sélectionnées pour le départ au Japon dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques 2020 sur invitation de la ville de Minnesota, de la région de Fukushima, ravagée par le désastre nucléaire de 2011. Ce projet parrainé par la présidence donc financé par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et le comité national olympique intervient suite au lien donc très fort attisé entre les nations djiboutiennes et japonaises. Et puis là, j'ai eu la chance, donc je dis merci au président qui a initié cette rencontre d'amitié. Et ben, je pars pour partager mon culture et représenter une bonne image de Djibouti, et j'espère revenir avec le sourire et leur culture en revanche. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler énergie. L'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, établissement donc public à caractère administratif doté de la personnalité morale assurant diverses missions. Cette nouvelle institution est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Elle a pour mission principale notamment d'étudier, d'explorer et d'exploiter la géothermie. Elle a été créée en 2014 par le président de la République. L'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique est situé au PK
2020. Cet office de la géothermie est composé de plusieurs départements géosciences, à savoir le département géophysique, géochimie, géologie et plusieurs laboratoires. Ainsi, plusieurs ingénieurs et techniciens supérieurs donc ont été formés dans une meilleure connaissance réciproque à faciliter les échanges et la coordination en vue de réussir le développement de la géothermie à Djibouti dans les meilleures conditions de succès sur les plans techniques, économiques et sociaux. Il convient également de rappeler que ce projet a été suivi de près par le chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort en direction du développement des énergies propres et renouvelables du pays dont la géothermie occupe une place déterminante. L'ODEG gère déjà l'exploration de l'énergie géothermique sur plusieurs sites au lac Assal, à l'instar du site Galele-Koma où les travaux de forage ont été lancés il y a 2 ans. Elle a aussi apporté son concours et son expertise pour le lancement de travaux d'exploration géothermique sur le site de Fialé ce mois-ci. Elle a aussi mené des études sur les potentialités de l'énergie géothermique à Djibouti, où une vingtaine de sites propices au développement de l'énergie géothermique ont été décelés. Elle est en charge également de l'exploitation de l'énergie en abondance dans notre pays et à terme, elle va aussi assurer l'exploitation de cette énergie avec les autres institutions du pays, à l'instar de l'EDD. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale suite au décès de Cheikh Hussein Abbas Ahmad, illustre personnalité religieuse de notre pays, survenue donc dans l'après-midi d'hier à l'hôpital militaire. Les autorités locales de la région de l'unité, dont notamment le préfet Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional Abdelrahman Younis, le colonel Idriss Omar Eli ainsi que les ulama de la région adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille et à tous les proches du défunt. Dans leur message, ces derniers rappellent que le défunt Hussein Abbas, retraité de l'armée nationale en 1994, occupait plusieurs fonctions au sein des instances religieuses de notre pays, telles que Mufti, imam, membre des ulama de Markaz et membre du Haut Conseil islamique. Détenteur donc d'intarissables savoirs religieux, Hussein Abbas donc était un homme d'ouverture, de tolérance, de dialogue, de concorde et de vérité qui plaidait incessamment pour le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la paix, que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Hussein Abled. Bonsoir Hussein. Bonsoir Ahmed. Alors au Kenya, Hussein, l'interdiction de la chicha doit être conforme à la Constitution. Si elle est partie donc prenante de l'interdiction de la chicha, la haute cour de Nairobi reproche toutefois au ministère de la Santé de n'avoir pas suivi le schéma juridique tracé par la Constitution avant d'interdire la chicha au Kenya. Oui, donc effectivement, Ahmed, en décembre dernier, donc, le ministère kenyan de la Santé interdisait donc la consommation de la chicha sur toute l'étendue du territoire pour des raisons essentiellement sanitaires, ainsi qu'il expliquait à l'époque le docteur Cléoba Kilonzo, ancien chef de cabinet du ministre de la Santé. À la mode dans des pays du Moyen-Orient, la pipe à eau est beaucoup brisée ces derniers temps par des jeunes d'Afrique. Mais pour l'OMS, c'est donc le narguilé est dangereux pour la santé. En effet, donc composé d'environ 25% de tabac qui est associé à un mélange de la mélasse et d'arômes de fruits. La chicha donc accroîtrait les risques des cancers, des bronchites ou des complications cardiovasculaires. La décision du ministère avait été très favorablement accueillie, notamment par les instances judiciaires du Kenya comme la haute cour de Nairobi, laquelle donc a exprimé son refus d'abroger l'interdiction de la chicha pour ne pas mettre en péril la santé des Kenyans. Et c'est la Chine donc qui accorde 83 milliards donc au Sénégal pour 3 ans. Effectivement, donc une aide de 83 milliards sans contrepartie, soit donc l'équivalent d'1 milliard de yuan donc pour les années 2018 et 2019 et 2020. Et un accord de principe a été donc obtenu pour le financement de tous les projets soumis au titre de la coopération bilatérale. Attend donc Ahmed Afriye. S'exprimant au Conseil des ministres, le président Macky Sall note le texte a entamé sa communication autour du succès de la visite d'État historique du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui est effectuée au Sénégal samedi et dimanche. Il a salué donc la mobilisation exceptionnelle des populations qui ont réservé un accueil chaleureux au président chinois et à son importante délégation.
Et enfin, c'est donc l'Union européenne va financer un nouveau quartier général pour les G5 Sahel. Oui, donc effectivement, Ahmed, l'Union européenne a décidé de financer la construction d'un nouveau quartier général pour la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré, donc au Mali. Donc l'ancien Kigé, donc Ahmed, a été détruit lors d'une attaque djihadiste qui a donc fait 3 morts. Donc l'annonce de ces projets, Ahmed, en faveur du G5 et Sahel a été faite par le chef de la diplomatie européenne. Merci Hussein pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.